Je suis devenu avocat par une tradition familiale, puisque mon père était avocat, spécialiste du droit de la presse, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, et en conséquence de quoi, tout naturellement, après avoir passé mon bac, j'ai fait des études de droit, j'ai soutenu une thèse de doctorat d'État, je suis devenu avocat au barreau de Paris, j'ai passé le concours de la conférence du stage, qui est un concours d'éloquence, et puis j'ai commencé à exercer le droit en 1978, c'est-à-dire il y a 35 ans, et j'ai fait beaucoup de droit de la propriété intellectuelle depuis lors. Voilà. Donc je suis devenu avocat pour être tombé dans la marmite quand j'étais petit, et j'y ai trouvé un immense bonheur dans ma vie professionnelle. Alors le sujet récent qui m'a interpellé, qui est une espèce de moment judiciaire d'une réflexion des juristes, c'est le jugement en la forme des référés qui a été rendu à Paris le 28 novembre dernier, qui est un jugement qui règle en première instance la question de la responsabilité et de l'accès aux sites permettant le téléchargement illégal des œuvres protégées. Ce qu'ont jugé les magistrats, c'est qu'il convenait de les déréférencer et il convenait de ne plus les héberger, de sorte que plutôt que d'être dans une logique de répression, de condamnation à dommages et intérêts et de jeu du gendarme et du voleur qui consiste à courir après des sites illégaux, il a été décidé qu'ils disparaîtraient d'accès simplifié par 2 ou 3 clics. Donc si on veut aller sur ces sites de téléchargement illégal, le chemin sera plus compliqué et plus difficile. Alors, il ne sera pas impossible, mais il ne sera pas simple. Et donc je trouve que c'est une très intéressante décision, puisqu'elle s'inscrit dans une mouvance qui est celle d'une jurisprudence belge à peu près du même moment, et des conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit à peu près la même chose. Donc on a une réflexion sur le traitement des sites permettant le téléchargement illégal qui est à peu près aboutie de la même façon à Paris, à Bruxelles, et j'espère qu'elle le sera identiquement dans toute l'Union européenne par la décision que rendra la Cour de Luxembourg. C'est un secteur en plein développement. La propriété intellectuelle, quand j'ai commencé à l'exercer, on travaillait avec 3 ou 4 ouvrages. On avait le traité de Desbois, on avait la loi du 11/57 qui était sous l'article 544 du Code civil, et puis on avait la RIDA. C'était à peu près tout ce qu'on avait quand on faisait de la propriété intellectuelle, enfin de la propriété littéraire artistique. On avait quelques revues spécialisées pour les brevets et les marques, mais c'était très peu de choses. Aujourd'hui, on a une information absolument considérable. Et c'est greffé sur le droit de la propriété intellectuelle tout le droit de l'informatique, des bases de données, qui est un droit absolument considérable. Dans ce droit de propriété intellectuelle, la richesse des entreprises se trouve aujourd'hui au sein de ce qu'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que on voit bien que dans les entreprises, les brevets, les marques, le know-how, la propriété intellectuelle sont des choses qui ont une très grande valeur. Donc il faut en assurer une protection remarquable et une gestion optimisée. Ça implique un travail considérable pour les avocats qui sont dans ce secteur d'activité, mais aussi maintenant une très grande spécialisation. Un très bon spécialiste du droit des bases de données peut être très peu qualifié en droit des brevets. Un très bon spécialiste du droit des brevets peut ignorer beaucoup de choses du droit d'auteur. Et un spécialiste du droit d'auteur peut être très compétent dans le droit de la télévision et peu compétent dans le droit de la musique. On a des avocats de plus en plus spécialisés. La question que vous posez est une question assez distrayante, parce que on aurait pu poser exactement la même question en 1930 et en 1890. Euh, la question est celle de l'adaptation de la loi à de nouvelles techniques. Les lois révolutionnaires sur la propriété littéraire et artistique ont été rédigées en un temps où n'existait aucun des moyens modernes de diffusion des œuvres de l'esprit. Or, pourtant, ces lois de 1791 et 1793, sur le droit de représentation et le droit de reproduction, ont permis d'emmener le droit français pratiquement jusqu'en 1957. Pourquoi? Parce qu'elles véhiculaient des concepts parfaitement maîtrisés. Elles véhiculaient des concepts parfaitement maîtrisés et que les magistrats étaient en capacité d'adapter ces concepts aux technologies auxquelles ils avaient à faire face.
Avec le droit d'auteur de 1791, on a traité le cinéma et la radio. Avec le droit de reproduction, on a traité le disque. Et on aurait pu traiter les cassettes et les CD. La loi de 1957 a codifié, vous le savez, toute la jurisprudence rendue au long du 19e et au début du 20e siècle. Mais cette loi de 1957, qui était une loi de praticien, ne réglait pas beaucoup de problèmes. Mais avec cette loi de 57, dont beaucoup de concepts étaient bien maîtrisés, on a pu assurer une assez juste administration du droit d'auteur jusqu'à la création de la télévision numérique, de la reconnaissance des droits des artistes-interprètes et des droits des producteurs. Donc on a vécu à nouveau pendant une trentaine d'années assez confortablement. Maintenant, on constate un développement considérable de la production législative. Les lois sont délivrées quasiment 2 ou 3 fois par mandature, par législature, de sorte que on a un corpus législatif important. On a un corpus de décrets important. On a la création d'autorités comme la Hadopi. Et avant même que les choses aient eu le temps de se mettre en place, elles sont changées, elles sont bouleversées. Donc on a un problème de sécurité juridique. Parce que le législateur, au lieu de manipuler des concepts et de donner des guides précis, le législateur rentre dans une casuistique pour essayer de traiter au cas par cas chaque difficulté. Et comme par définition, la technique va plus vite que le droit, le législateur court sans cesse au lieu de créer des concepts derrière des questions techniques. Donc la vraie question est, à mon avis, d'essayer de rationaliser notre droit de la propriété intellectuelle, regarder la question des exceptions au droit de reproduction. C'était avant simple, on avait un droit de reproduction et des exceptions qui étaient limitativement énumérées avec une interprétation stricte des exceptions. Aujourd'hui, vous avez le test des 3 étapes. Vous avez les inventions du droit communautaire qui viennent tamponner notre droit français. Et en conséquence de quoi les juristes n'ont pas une capacité à garantir dans l'analyse qu'ils font aux problématiques de leurs clients la certitude de leur réponse. Parce que on est dans une zone d'incertitude. Or, c'est une catastrophe que la zone d'incertitude. Alors, on vous dira que pas du tout, les experts sont capables de répondre précisément aux questions. Je pense pouvoir plaider un nombre assez important de dossiers de propriété intellectuelle qu'on ne sait plus vraiment très exactement dans les détails ce qu'il faut conseiller aux clients parce que on a un flou législatif avec une mauvaise manipulation des concepts et une écriture de la loi qui est très perfectible. Et donc il faut travailler sur des concepts clairs. Que souhaitons-nous? Un droit, je dirais, comme la conception française l'imagine, c'est-à-dire pour le droit d'auteur par exemple, une protection sans formalité, ou bien on veut un copyright avec une formalité. Est-ce qu'on veut garder le droit moral qu'on essaye de préserver, ou est-ce qu'on veut, comme en copyright, permettre de compromettre sur le droit moral? On est dans des équilibres instables qui ne donnent pas de sécurité juridique. Il faut prendre des parties, sécuriser le droit, et ensuite écrire des textes qui permettent aux juges qui rencontrent la difficulté de s'orienter sans problème sur la solution à adopter. La sécurité juridique est une question majeure pour les temps qui viennent. Ce n'est pas tellement une question technique, la technique ira toujours plus vite que le droit, c'est une question d'avoir des concepts qui permettent à partir de principes d'une solution donnée d'arriver à une solution nouvelle, en sécurité pour le justiciable, utilisateur ou titulaire de droit. J'ai dit un jour que les avocats étaient des ingénieurs du droit, mais des ingénieurs avec une âme. Et si je devais d'un mot dire ce qu'est un avocat, c'est d'abord une conviction, c'est celle de convaincre.